J'ai le plaisir de vous présenter Marjolaine Hunter-Ecker, enseignante de lettres modernes, actuellement au collège Vieux-Port à Marseille, et aussi docteur en littérature dite francophone, c'est ainsi que vous le dites, qui a soutenu à la fin 2022, au sein de notre laboratoire et à Marseille Université, une thèse intitulée Mobilité et écriture féminine dans les espaces frontaliers, Méditerranée et Atlantique Nord, Atlantique Noir au XXIe siècle. Donc cette thèse s'intéresse aux motifs de la frontière dans les romans et les textes pour la scène de 4 autrices afrodescendantes contemporaines, Leila Anis, Eva Doumia, Fabienne Canor et Eleonora Miano. Et elle est aussi l'autrice de plusieurs articles et de l'ouvrage Questions identitaires dans les récits afro-européens de Miano. Elle vient par ailleurs d'obtenir un poste dans un lycée à Abidjan, c'est ça? Oui, en Côte d'Ivoire. Et puis, félicitations. C'était une ligne qui a été ajoutée. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices de la journée d'études pour leur invitation. Ça fait plaisir de revenir ici et surtout dans le cadre de cette journée. Je pense qu'on a beaucoup à se dire entre enseignants du secondaire et chercheurs à l'université. Donc, voilà, je vais vous présenter une partie en fait d'un chapitre de ma thèse que j'ai donc soutenu en 2022 en élargissant un peu le corpus. Donc au début je pensais vous parler que des autrices que j'ai étudiées, puis finalement je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi d'aborder d'autres auteurs et d'autres autrices dans la perspective de l'enseignement dans le secondaire, tout simplement parce que les autrices que j'ai étudiées dans ma thèse sont publiées certaines fois dans des maisons d'édition qui coûtent un peu cher pour l'éducation nationale, donc on ne peut pas trop facilement se procurer. Donc je vais commencer en reparlant de l'ouvrage que Mathilde Mougin a mentionné tout à l'heure, donc L'écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. Je vous conseille, c'est un ouvrage vraiment très intéressant, très riche en concepts. Donc parmi ces concepts, il y en a 3 que je trouve particulièrement intéressants. La première notion, c'est celle de l'habité colonial. Donc en fait, ce qu'il explique, Malcolm Ferdinand, c'est que la colonisation a été accompagnée de nombreux écocides et de nombreuses transformations des paysages, notamment par la déforestation, par l'instauration donc, de monoculture, etc. Et donc il explique que finalement l'entreprise coloniale que l'Europe a menée en Amérique et puis en Afrique et en Asie se situe quelque part à l'origine aussi de la crise environnementale qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça qu'il préfère la notion de plantationocène, qu'il emprunte à Donna Haraway, à celle de l'anthropocène. Ce qu'il explique aussi, et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête, on l'oublie un peu ici en Europe dans les discours écologiques, c'est que finalement, dans ces discours-là, on exclut beaucoup les populations qui sont issues des anciennes colonies et leurs préoccupations, alors qu'à l'heure actuelle, ce sont aussi ces populations-là qui sont les premières victimes de la crise écologique. Je vais aussi apporter une petite nuance à la notion de voyage qui apparaissait donc dans le titre de cette journée d'études. Parce que le voyage, on l'a dit un peu en introduction, c'est aussi un privilège. Tout le monde ne peut pas voyager. Et c'est quelque chose qui est vrai aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a été vrai de tout temps. Dans le contexte, par exemple, de la diaspora africaine, on parle rarement de voyage. On va plutôt parler de migration. Quand des personnes issues, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest se déplacent, on ne considère jamais ça, en tout cas dans les discours de masse, comme des voyages. Mais on va parler d'exil, de migration. En fait, on va considérer ces déplacements comme des fuites ou des nécessités de départ pour des questions de survie. Et cette notion de fuite, elle m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, donc dans ma thèse, j'ai mis en rapport des textes qui parlent de l'histoire de l'esclavage et des exils contemporains, et donc l'Atlantique et la Méditerranée. Et donc, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux d'un philosophe qui s'appelle Denetem Twambona, que je vous conseille, qui est en résidence à la Friche de la Belle de Mai, d'ailleurs actuellement à Marseille. Donc, qui a écrit un certain nombre d'articles et un ouvrage où il considère justement la fuite
dans le contexte de la diaspora africaine et afrodescendante, comme étant non pas un acte de lâcheté, mais au contraire comme étant un acte de création, de transformation et de prise en main de la destinée. Donc il parle presque d'une philosophie de l'action à travers ce paradigme de la fuite. Et donc c'est aussi comme cela que j'ai considéré les déplacements, donc à la fois les exils de l'Afrique vers l'Europe, mais aussi, je vais vous parler du marronnage, donc la fuite des esclaves qui s'enfuyaient des plantations pour s'établir, notamment dans les montagnes, en Jamaïque, en Martinique et en Guadeloupe. Donc comme une façon finalement pour les personnages de se recréer une vie à soi, hein, et de déconstruire plein d'éléments qui leur étaient imposés dans les situations de domination. J'ai aussi mis cette expression que j'emprunte à Fabienne Canor, qui est une autrice d'origine martiniquaise que j'ai étudiée dans ma thèse, une autrice contemporaine, qui a intitulé l'un de ses romans « Faire l'aventure ». Donc c'est un roman dans lequel elle raconte la destinée d'un jeune Sénégalais qui part en Europe parce que voilà, dans sa vie au Sénégal, il s'ennuie, il n'a pas vraiment beaucoup de portes de sortie d'une espèce de futur qui lui est imposé par sa famille. Et donc cette notion de faire l'aventure, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle permet finalement de déplacer la perspective sur les migrations postcoloniales en présentant ces migrants qui migrent souvent aussi illégalement, enfin en tout cas c'est le cas dans ce roman, comme étant des aventuriers. Et cette expression d'aventurier, c'est vraiment une expression qui est d'usage en Afrique de l'Ouest. On appelle aventuriers les jeunes qui partent en fait sur les routes de l'Europe ou qui quittent leur pays tout simplement pour découvrir le monde, pour découvrir d'autres cultures, pour découvrir un autre continent et pour procéder à une espèce d'apprentissage pour accéder à l'âge adulte. Donc finalement, c'est là aussi que cette notion d'aventure rejoint un peu celle du voyage, comme on la considère ici en Europe. Donc moi, je vais vous parler plus particulièrement du motif de la forêt, qui devient donc, en fait, dans les textes que j'ai étudiés dans ma thèse, et puis dans beaucoup d'autres, un espace de refuge pour des personnages qui sont en fuite, donc dans différents contextes historiques. La forêt, dans ma thèse, je l'ai considérée comme une hétérotopie, donc ce concept connu de Michel Foucault. Je vous ai mis la définition de l'hétérotopie, qui est pour lui des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui ont dessiné dans l'institution même de la société et qui sont des sortes de contre-emplacements, des sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Ces lieux, parce qu'ils sont absolument autres que tous les emplacements qu'ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, les hétérotopies. Et donc, cette considération de la forêt comme un espace hétérotopique, je trouve qu'elle est particulièrement intéressante dans un corpus donc, dit francophone. C'est un peu cette notion qu'on emploie pour parler des auteurs qui écrivent en français mais qui sont originaires des anciennes colonies, et donc d'une littérature aussi post-coloniale qui cherche justement à changer le point de vue adopté sur cette nature et sur cette forêt. Et puisque je suis enseignante en lettres, je trouve que j'ai voulu vous présenter quelques propositions pédagogiques, notamment pour les élèves de collège. Alors, les élèves de collège connaissent bien le motif de la forêt, finalement, puisqu'on le voit déjà dans les contes, qui est au programme de 6e. La forêt, dans les contes, c'est un espace d'apprentissage, c'est un espace aussi de danger. C'est un espace qui se situe donc au bord, à la périphérie de l'espace social, et dans lequel le personnage va donc évoluer. Et je vous ai mis sur la diapo un extrait du programme de français du cycle 4,
et notamment le questionnement complémentaire. Donc c'est une partie du programme que l'on peut faire en 5e, en 4e ou en 3e si on a le temps, ce qui est assez rare, et qui s'intitule « L'être humain est-il maître de la nature ?» Donc je trouve que c'est assez intéressant déjà comme intitulé, la notion de maître, et en même temps c'est une forme interrogative, donc ça invite aussi à se questionner sur cette maîtrise que l'on a en tant qu'être humain sur la nature. Donc le programme dit que donc, dans ce questionnement complémentaire, il s'agit d'interroger le rapport de l'être humain à la nature à partir de textes et d'images empruntés aux représentations de la nature à diverses époques. Donc diverses époques, ça peut nous inviter aussi à s'intéresser justement à l'époque coloniale ou à croiser l'époque coloniale avec l'époque contemporaine. Et saisir les retournements amorcés au XIXe siècle et prolongés à notre époque. Comprendre et anticiper les responsabilités humaines aujourd'hui. Et dans la perspective d'une écologie décoloniale, justement, ces responsabilités humaines, la notion d'humain ici, elle est aussi à nuancer, puisque ces responsabilités, elles ne sont pas le fait de tous les êtres humains de toute la Terre. Dans les indications de corpus, on vous invite donc à étudier ou exploiter en lien avec la programmation annuelle en histoire et en géographie des descriptions réalistes ou poétiques témoignant de l'art de discipliner la nature du Moyen-Âge à l'époque classique ou d'en relever les beautés réelles ou imaginaires. Donc là aussi, j'ai mis en gras le mot discipliner, qui me semble quand même assez intéressant. Est-ce que l'homme peut vraiment discipliner la nature ? C'est ce que Malcolm Ferdinand invite à déconstruire, et beaucoup d'autres penseurs, écoféministes notamment. Et les beautés réelles ou imaginaires au pluriel, donc ça peut être finalement assez intéressant aussi de multiplier les interprétations de cette nature en adoptant aussi les points de vue d'auteurs et de personnages qui sont donc issus de cultures autres que notre culture européenne. Donc, je vais parler donc de ces trois types de déplacements. Plutôt que de parler de voyage, je vais parler de déplacement et de fuite qui dirigent donc les personnages de certaines œuvres vers la forêt. Le premier déplacement, historiquement, donc c'est celui auquel je m'intéresse, c'est celui du marronnage. Donc, le marronnage, c'est le déplacement des esclaves qui se sont enfuis des plantations pour s'établir dans les forêts, dans les montagnes et créer de nouvelles communautés. Je rappelle l'étymologie du mot marron qui est issu de l'espagnol et qui a une étymologie raciste puisque en espagnol, le marron c'est un animal domestique qui est retourné à l'état sauvage. Mais le mot fait aussi référence aux cimes, donc au sommet des montagnes, au sommet des arbres. Donc on voit qu'il y a déjà ce lien qui se crée entre la notion de marronnage, de marron et de forêt. Alors dans des textes qui s'intéressent à l'histoire de l'esclavage, j'ai mis donc quelques exemples sur la diapositive qui peuvent être exploités dans le secondaire. Alors c'est des textes qui sont difficiles quand même d'accès en lecture intégrale, surtout quand on travaille en éducation prioritaire. Moi avec mes élèves du Vieux-Port, je ne peux pas leur faire lire Patrick Chamoiseau, mais par contre en groupement de textes ça peut être intéressant. Je le fais et ça fonctionne très bien. Donc j'ai mis par exemple une citation du roman de Patrick Chamoiseau, L'esclave vieil homme et le molosse, qui raconte donc la fuite. C'est un esclave qui est assez âgé, qui s'enfuit de la plantation, qui part dans la forêt, et on a une description incroyable finalement de cette forêt qui est totalement personnifiée, qui prend vie, et avec laquelle en fait le personnage va totalement fusionner. La forêt va devenir un véritable espace de refuge parce que, comme on le voit dans cette citation, elle devient une deuxième couverture pour lui. Le narrateur dit « Je me frottais l'écorce des cannelles, je m'enduisis des fourmis senties qui peuplaient les lianes douces et des grosses termitières vivant de racines mortes. J'utilisais les feuilles de vétiver, des nids de manicou, des bouchaudes qui sentaient le mystère. » Patrick Chamoiseau emploie aussi énormément un vocabulaire qui est extrêmement riche, sur la faune et sur la flore, qui est propre à la Caraïbe et à la Martinique. La forêt, dans le contexte du marronnage, c'est aussi un espace de spiritualité. C'est ce qu'on voit notamment dans le roman Moi Tituba de Maryse Condé, qui imagine en fait l'histoire
de Tituba, qui est une femme qui a été condamnée pendant le procès de Salem, et qui imagine donc voilà, la destinée d'une marronne, donc une femme qui a grandi en dehors des plantations. Et pour Tituba, la forêt, c'est l'espace où en fait elle peut dialoguer avec ses ancêtres, avec sa grand-mère qui lui a notamment transmis tout le savoir qu'elle avait sur les plantes et voilà, sur la magie quelque part. Donc c'est intéressant parce que dans ce texte, on voit que la forêt, c'est aussi un espace sacré qui échappe et qui du coup est un contre-emplacement, pour reprendre la définition de l'hétérotopie de Michel Foucault, de la rationalité du colon. On sait aussi que les marrons s'enfuyaient dans les montagnes et dans les forêts parce que c'était des espaces qui étaient difficilement accessibles aux colons et que les colons pouvaient en avoir même peur. Enfin, en tout cas, voilà, ils savaient qu'ils étaient quelque part en situation de danger, en situation de fragilité quand ils essayaient de retrouver les esclaves échappés. Dans d'autres textes, la forêt apparaît aussi comme un véritable espace de réinvention culturelle, de formation de communautés et de cultures inédites. C'est notamment le cas dans une pièce, c'est un texte pour la scène qui n'a pas encore été mis en scène, de Leonora Miano, autrice franco-camerounaise qui est surtout connue pour ses essais et pour ses romans, mais qui écrit aussi du théâtre, et qui, dans la pièce Sacrifice, met en scène une communauté de marrons en Jamaïque, au moment où un gouverneur britannique arrive et propose à cette communauté un traité de paix, entre guillemets. Ce traité dit nous vous octroyons ces terres sont les vôtres, par contre en échange, vous n'avez plus le droit d'accueillir de nouveaux esclaves ou de nouveaux esclaves en fuite dans votre communauté et vous êtes obligés de nous dénoncer tous ceux qui voudraient vous rejoindre. Donc ça va poser tout un débat au sein de la communauté, ceux qui pensent qu'il faut préserver la communauté telle qu'elle s'est construite et d'autres qui pensent que les liens de solidarité doivent être préservés et voilà. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs répliques dans cette pièce, justement, où les personnages présentent cette communauté comme étant vraiment quelque chose d'inédit du point de vue culturel. Encore une fois, la communauté qui s'installe dans la forêt représente un contre-emplacement, quelque chose qui va vraiment contredire ce qui se passe dans les plantations, parce que dans cette communauté, les marrons sont libres, mais comme le dit le personnage de Dor, ils sont aussi là pour réinventer leur façon d'habiter le monde et leur façon de vivre ensemble. Il dit, par exemple, le peuple, ce sont d'abord ceux qui ont tout risqué pour nous suivre ici, sur ces hauteurs hostiles, ceux qui arrachent leur survie au flanc de cette féroce montagne, chaque jour. Ceux qui parlent notre langue et pas celle du maître, ceux qui révèrent nos ancêtres et pas le Dieu du maître, ceux qui ont décidé d'être les hommes, de concevoir un univers dont ils définiraient les contours et les règles. C'est ceux-là que je souhaite protéger, etc., etc. Donc il présente vraiment sa communauté comme se construisant en opposition totale avec ce qui était subi au sein de la plantation. Un autre personnage, qui est celui de Marécha et qui est inspiré par Queen Nanny, une figure historique du marronnage en Jamaïque, dit que quoi qu'il en soit, les marrons seront victorieux. Tous, sur les montagnes ou dans les habitations, nous avons déjà gagné. Le pays qui est en nous est plus vaste que la terre qui nous fut arrachée. Il la contient et lui fait côtoyer bien d'autres espaces. Toutes ces contrées que l'on se donne en bravant et le jour et la nuit sous ce ciel dont le blanc a cru s'accaparer les couleurs. Donc on voit dans cette citation que la forêt, ce n'est pas seulement un espace de refuge, mais c'est aussi un espace de rassemblement et de réinvention finalement de ce que l'on appelle culture ou appartenance. Et j'ai également indiqué une citation de Denetem Twambona qui explique que les communautés marronnes n'accueillaient pas seulement des esclaves en fuite, mais aussi des personnes d'autres origines, et que c'est donc à partir de là que se crée finalement une espèce de nouvelle hybridité culturelle. C'est un peu l'origine de ce que Édouard Glissant a nommé la créolisation. Dans le contexte des migrations postcoloniales,
la forêt, ou en tout cas voilà, les routes de l'exil qui passent souvent par des espaces naturels, et aussi identifié par des chemins de solidarité qui se créent. Hein. Et c'est ce qui est raconté dans un certain nombre de romans qui présentent donc les trajectoires de personnages exilés. Bon, là, il y a encore tout un corpus à constituer. Je n'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à présent, mais en fait, dans les textes que j'ai étudiés, finalement, il n'était pas tant question de forêt, mais plutôt voilà, de désert, d'espace maritime, etc. Mais on voit que cette nature, pour les personnages en fuite, constitue également un espace où on se cache, où l'on se réfugie, et voilà, où on prépare finalement la suite du voyage, la suite de la fuite. Donc j'ai indiqué un extrait du roman de Fabienne Canor que j'ai mentionné tout à l'heure, également un extrait du roman Eldorado de Laurent Godet, qui est souvent étudié au lycée, et notamment ce moment où les personnages vont partir à l'assaut de la frontière de Melilla, et où ils sont tous, le roman mentionne, nous sommes allongés dans les hautes herbes depuis plus de 2 heures, immobiles, scrutant la frontière à nos pieds. La colline est pleine d'hommes qui épient la nuit avec inquiétude. 500 hommes qui voudraient être plats comme des serpents. Donc on sait aussi que beaucoup de migrants qui arrivent près de Melilla se réfugient justement sur la montagne. Donc il y a eu des jungles, enfin, ce qu'on appelle des ghettos de migrants qui se sont installés sur le mont Buruguru, par exemple. Donc il y a évidemment encore des recherches à mener sur ce point, mais je pense aussi à la jungle de Calais, et notamment il y a un court-métrage qui est très beau et que je vous conseille, et qui peut être facilement aussi exploité avec les élèves du secondaire, qui a été réalisé par Yolande Moreau, et où il y a à la fois des témoignages d'exilés qui sont donc dans la jungle de Calais, et puis aussi la lecture de textes écrits par Laurent Godet. Et il y a un passage, en fait, il y a plein de moments où la caméra filme les arbres qui surplombent la jungle de Calais. Et à un moment donné, la voix off dit « Un jour, les arbres seront de votre côté. Le vent, la pluie, tout criera avec vous. Colère, colère, colère. » Donc on peut aussi voir finalement cette forêt comme étant quelque part un témoin de l'injustice que vivent les personnes qui se rassemblent dans ces camps. Et par rapport à ça, je vous invite à consulter et à lire les travaux de Michel Agier, anthropologue, qui a beaucoup travaillé sur les camps de migrants, et qui explique que finalement dans ces camps, dans ces jungles qui se construisent souvent dans des forêts ou dans des espaces naturels, en tout cas dans des espaces qui se situent au bord, près des frontières nationales, ou au bord des villes par exemple, ils considèrent ces camps-là en fait comme des balbutiements du cosmopolitisme actuel, puisqu'il dit que c'est dans ces endroits que se rejoignent des gens de plein de nationalités différentes qui essayent, même s'ils le font de façon très fragile, de se reconstituer une vie, mais une vie qui se fait donc à la marge de nos sociétés occidentales. Et je vais finir en parlant rapidement donc, de la ce que j'appelle la enfin, c'est pas moi qui l'appelle, mais ce qu'on peut appeler la post-migration, c'est-à-dire donc, des trajectoires de personnages qui n'ont pas vécu la migration, mais qui sont des enfants de personnes qui ont vécu la migration et qui héritent finalement de ce déplacement dans leurs récits familiaux. Et je pense notamment au travail d'Eva Doumbia, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a longtemps travaillé à Marseille, et à l'une de ses pièces qui est parue chez Actes Sud, qui s'appelle Le Yinche, et que je vais étudier bientôt avec mes élèves de 3e. C'est un texte assez accessible, qui met en scène un personnage et sa famille, et donc en fait les conflits générationnels qu'il y a entre les enfants et les parents. Et en arrière-plan de cette intrigue familiale, il est aussi question des violences policières. Donc à la fin de l'ouvrage, le personnage principal, qui est un garçon adolescent, s'enfuit de la ville et se réfugie dans une forêt avec un chien qu'il a adopté et qu'il a toujours souhaité avoir. Et donc la forêt apparaît ici aussi, encore une fois, comme un refuge, un espace de refuge face à la violence sociale.
Et Eva Doumbia, donc j'en ai parlé avec elle, pour elle, la forêt et la mer, d'une façon plus générale, la nature, elle a sa capacité, c'est qu'elle peut nous montrer finalement que tout ce qu'il y a dans nos sociétés, c'est construit. Toutes ces catégories sociales, elles sont construites. Elle dit, l'idée dans la forêt, c'est que la forêt, elle nous précède et elle nous survit. Et quand Drissa va dans la forêt, c'est pour échapper à l'imbécilité française, à tout ce qui lui fait mal. Il va dans la forêt pour retrouver du sens, pour retrouver la liaison entre ce qui est en lui, c'est-à-dire ses battements de cœur, sa respiration et lui-même. Donc, elle envisage la forêt comme un espace de reconnexion avec soi, et c'est aussi comme ça que l'appréhende le personnage dans le texte pour la scène. Et c'est pas anodin que Drissa, le personnage de cette pièce, choisisse la forêt pour échapper à tout ce qui lui pèse dans la société, et notamment le racisme qu'il subit au quotidien. Donc il dit, c'est un très beau monologue qui apparaît à la fin de la pièce, il dit « Je veux dormir ici près des arbres, chênes ou baobabs, fromagers millénaires, flamboyants qui parlent du passé, les sexes végétaux aux couleurs vives au printemps, la nudité froide dans l'hiver, la brûlure rousse lorsque les feuilles tomberont, les bras du bois à l'odeur amniotique, le tronc comme les épaules de ce père qui n'a pas su étreindre. Je me couche sur l'humus avec le yinche, je l'embrasse et je m'efface. » Donc la forêt devient finalement refuge, devient même une personnification de la parentalité. C'est là qu'il peut se retrouver avec lui-même. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.